Bienvenue au talk du Figaro avec le talk qui maintenant a pris une nouvelle configuration, Facebook Live, vos questions, les questions des internautes qui pourront venir après l'entretien que j'aurai eu avec Juliette Méadel, secrétaire d'État à l'aide aux victimes. Et on a beaucoup de choses à évoquer, les victimes des attentats, notamment à Nice, puisque la semaine prochaine, eh bien, ça fera 3 mois qu'il y a eu cet horrible camion qui a tué nombre de gens. Et puis, on parlera aussi un peu de politique, vous vous en doutez. Juliette Méadel, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Dans 6 jours, on sera à 3 mois. 3 mois après l'attaque islamiste de Nice qui a fait des dizaines et des dizaines de morts. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là précisément? C'est un hommage national et le président de la République se rendra donc à Nice, dans un lieu qui a été choisi par les associations de victimes, qui s'appelle la colline du château, et non pas le château de la colline, la colline du château. C'est un lieu symbolique, c'est un lieu important qui permettra à la fois le recueillement, la sérénité, pour que cet hommage soit rendu dans la dignité aux familles, aux proches et aux victimes des attentats de Nice. Il y aura un discours du président de la République. Il y aura un discours du président de la République. Il faut bien le sens de cet hommage. 3 mois après pile, c'était un 14 juillet, c'est le 14 octobre. La République a été attaquée le soir du 14 juillet et on voit bien ce qui était visé. Nos principes, liberté, égalité, fraternité. Donc ça sera un discours très fort. Alors. Et l'hommage doit donc être au niveau du président de la République, qui rendra évidemment d'abord hommage aux victimes et à ceux qu'elles ont perdus, mais qui également incarnera cette nécessité d'une reconnaissance de la nation. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines des victimes de Nice qui estiment, qui se plaignent d'être pas très bien prises en charge, contrairement aux victimes des attentats qui ont eu lieu à Paris et en région parisienne? Nous travaillons quotidiennement avec l'association de victimes qui s'est constituée, qui s'appelle Promenade des Anges, et avec lesquels nous avons évidemment des liens hebdomadaires pour améliorer concrètement leur prise en charge. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, vous dites améliorer, qu'est-ce qui ne va pas? Elles ont parfois le sentiment de ne pas avoir assez accès à l'information, parce que le suivi des victimes est une question complexe. Et nous leur expliquons. Nous avons créé un site internet unique qui s'appelle Guide, qui les aide dans leur démarche. Et nous leur expliquons, nous faisons la pédagogie, la transparence, pour qu'elles puissent avoir accès à toutes les informations. Et au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas aujourd'hui de gros blocages, de grosses difficultés, parce que nous faisons ce travail d'anticipation et d'accompagnement. Prenons la question des indemnisations. Oui, alors justement, j'allais vous poser la question. Juste un chiffre. Sur Nice, le fonds a déjà versé plusieurs dizaines de millions d'euros pour les victimes de Nice. Pour les victimes de Nice, enfin, les proches des victimes. Qui ont besoin aujourd'hui de faire face à des dépenses. C'est combien de millions d'urgence? Aujourd'hui, on est à plus de 50 millions d'euros qui ont été versés. C'est considérable parce que ça signifie le Bataclan, c'était combien? Ça signifie qu'aujourd'hui, si vous voulez, pour le Bataclan, on a dépensé. On est bien plus loin que ça. On est à près de 70 millions d'euros. Mais il ne faut surtout pas être dans ces comparaisons chiffrées. Ce qui compte pour les victimes de Nice, c'est que le fonds a été capable de verser vite et bien, c'est-à-dire que 10 jours après les attentats, le FGTI fait ce que personne d'autre ne sait faire dans le monde. Il verse dans les 10 jours des provisions qui sont entre 20 à 30 000 euros. Après, il faut améliorer les procédures, les explications, la transparence, c'est notre travail. Mais déjà, il est capable... Vous allez souvent à Nice vous-même pour aller les rencontrer? J'y suis allée plusieurs fois, j'y retourne parce que j'ai installé un comité local de suivi des victimes. Ça veut dire que tous les acteurs concernés sont présents, les associations ont en face d'elles, à part le préfet évidemment, les services de la santé, les services de la justice, les services de l'intérieur, la CAF, pour qu'elles aient accès à un accompagnement global. Il prendra la parole à quelle heure, le président de la République? Pour l'instant, c'est calé dans la matinée. Mais je vous préciserai les modalités plus tard. Ce qui est important, c'est qu'il y a 2500 personnes qui sont victimes, qui seront présentes, qui ont été invitées. Et que ça sera un moment vraiment d'union avec les élus locaux du reste. Car je crois que sur des sujets comme celui-ci, je le souhaite, je l'espère. Sur des sujets... la polémique qu'il avait lancée à l'époque? Évidemment que je la regrette. Évidemment que je la regrette. Honnêtement, vous la condamnez? Sur des sujets... Mais bien sûr que je la condamne. On ne va pas dans des... Franchement, c'était tragique ce que nous avons vécu, ce que nous vivons encore aujourd'hui, et surtout pour les victimes. Il ne faut pas donner le sentiment, quand on a aux victimes, qu'il y a de la récupération politicienne d'un côté comme de l'autre. C'est ce qu'il a fait. J'estime qu'il a porté atteinte au pacte républicain, mais je veux me tourner vers l'avenir. Et il a porté atteinte au pacte républicain. Lorsqu'il a lancé la polémique sur la responsabilité des pouvoirs publics au moment des attentats, oui, il a déchiré le pacte républicain. Mais il sait, attendez, je veux quand même dire ici qu'il y a
aussi maintenant, avec la mairie de Nice, un travail très constructif qui est engagé, je veux le dire ici, et y compris aussi avec le Conseil général, parce que l'aide aux victimes ne souffre pas de récupération politicienne. Et les élus locaux ont aussi joué le jeu sur l'aide aux victimes de la cohésion, je tiens à le souligner. Juliette Méadel, est-ce que ça vous choque qu'un islamiste radical, en tous les cas réputé tel, et son nom est cité dans beaucoup d'affaires, Farouk Ben Abbès, touche le revenu de solidarité active, le RSA? C'est un sujet sur lequel il faut avoir plus d'informations pour la regarder dangerosité des individus n'est pas prise en compte comme critère. Donc, il reçoit le RSA. Il faut bien regarder dans les faits. Si ce que vous dites est vrai... Ça vous choque moralement? Si ce que vous dites est vrai... Est-ce que ça vous choque moralement? Si ce que vous dites est vrai... Est-ce que ça vous choque moralement? Si ce que vous dites est vrai, c'est en effet choquant. Mais il faut vérifier avant de s'exprimer. Et moi, je ne veux pas, à l'emporte-pièce, jeter des anathèmes tant que je n'ai pas les éléments précis. Alors, il y a un projet de loi qui fait pas mal couler d'encre. Alors, on va dire c'est l'entre-soi du milieu journalistique. Non, parce que ça concerne les internautes au premier chef. C'est un projet de loi égalité et citoyenneté qui remet en cause, d'une certaine façon, d'après les sociétés de journalistes, et c'est les sociétés de journalistes de quasiment tous les médias, Le Figaro compris, qui disent que eh bien, ça atteint, qui remet en question les grands principes de cette loi de 1881 sur la liberté d'expression, qui fait que maintenant, les délits de presse qui sont prescrits, quand ils ne sont pas trop, comme la diffamation, des choses comme ça, qui sont prescrits au bout de 3 mois, eh bien là, ne seraient plus prescrits. Et avec Internet, eh bien, on pourrait attaquer quand on veut. Vous trouvez ça normal, vous? Je suis assez choquée par cet amendement. Je considère que là, les sénateurs ont perdu la mesure. Pourquoi? Parce que vous êtes juriste en plus. Absolument. Les délits imprescriptibles, et en particulier, je pense au seul crime imprescriptible que nous ayons dans notre droit, c'est le crime contre l'humanité. Considérer qu'on applique l'imprescriptibilité aux délits de presse, c'est porter atteinte à nos principes républicains, qui sont la liberté et naturellement la liberté de la presse. Donc vous demandez quoi? Je pense qu'il faut, le gouvernement heureusement a voté contre, et je pense qu'il faut que cet amendement soit retiré. D'accord. Donc il n'y aura pas de sujet en fait? Je le souhaite, je l'espère, et en tout cas, je considère que là, on n'a pas gardé la mesure et qu'il faut savoir raison garder sur des sujets aussi importants que la liberté de la presse. Alors, il y a eu des inondations au printemps. Il y en a eu d'ailleurs il y a 1 an déjà sur la Côte d'Azur, mais au printemps, il y a eu des inondations assez violentes en Île-de-France. Est-ce que les victimes sont toutes indemnisées? Vous accordez une interview ce matin dans Le Parisien, vous dites 2/3, je crois, des victimes sont indemnisées. Est-ce que toutes le seront? Pour ce qui est des inondations franciliennes. Pour ce qui est des inondations franciliennes, aujourd'hui, il y a 68% des victimes qui ont été indemnisées. Il reste encore 32%. Moi, je travaille avec mes services, avec les préfets et avec les compagnies d'assurance pour que d'ici à la fin de l'année, l'ensemble des victimes aient reçu des premières indemnisations. Vous savez que c'est un travail qui n'est pas facile. C'est un travail qui exige évidemment des procédures juridiques, des preuves, parce que c'est aussi indispensable avant d'être indemnisé que d'avoir des preuves. Et donc, je travaille vraiment sur le terrain avec les élus locaux et avec les assurances, et nous sommes en train de progresser. Et j'ai bon espoir que nous améliorions même le système, parce que nous allons signer avec les assurances une convention qui va permettre de mieux coordonner le suivi. L'État et les assurances. L'État, les assurances, pour que précisément chaque victime soit accompagnée. C'est une première. Personne n'est abandonné, personne n'abandonne les sinistrés. Ça représente combien de personnes en tout? Personne n'abandonne aujourd'hui les sinistrés. Le tiers, là, on a aujourd'hui plusieurs centaines de personnes qui ont besoin d'être indemnisées. Il y a certaines personnes, effectivement, qui doivent attendre que leur logement soit rénové. D'ici à la fin de l'année? D'ici à la fin de l'année, l'ensemble des sinistrés... Promis, juré, craché? Oui, d'ici à la fin de l'année, l'ensemble des sinistrés auront reçu des premières indemnisations. C'est aussi l'engagement des assurances avec lesquelles je travaille très bien. Juliette Méadel, vous êtes au Parti Socialiste? Oui, je suis au Parti Socialiste. Alors, il paraît, j'ai entendu dire qu'il y avait eh bien, 1/4 des 288 députés PS qui pourraient ne pas se représenter aux législatives du printemps prochain, 2017, après la présidentielle. Ça vous étonne? C'est, à mon avis, un signe de malaise à l'intérieur de ce parti? C'est un signe global qu'aujourd'hui, nos élus aspirent aussi à des changements de vie.
Et moi, je trouve que c'est plutôt positif de se dire qu'on ne fera pas de la politique toute sa vie, Ouais. on est... non, mais oui, c'est mon cas. Vous ne ferez pas de la politique toute votre vie. Moi, je crois beaucoup à Hirschman, vous savez, bonheur privé, action publique. Il y a des cycles. Et je trouve que ça enrichit la vie politique que d'avoir des personnes qui sont tantôt en retrait et tantôt qui s'investissent. D'abord parce que ça garantit qu'elles sont libres. Il va falloir les remplacer pour ces législatives. Il y a 577 circonscriptions en France. Et vous seriez assez tenté, je me suis laissé dire ça, d'une circonscription. Simplement, il y a Christian Paul, un des frondeurs, qui dit, mais d'accord, mais il faut passer par le vote des militants d'abord. C'est ma conviction. Moi, je n'envisage pas de déposer ma candidature à la candidature, parce que c'est comme ça que nous faisons au Parti socialiste. Vous n'êtes pas au-dessus des règles du PS? Jamais de la vie. D'accord. Et moi, je me fais un point d'honneur à respecter les règles et la démocratie interne. Moi, je dépose ma candidature à la candidature en Seine-et-Marne. Seine-et-Marne. Je considère aujourd'hui qu'on ne peut pas dire à la fois qu'on veut changer la vie et qu'on veut, y compris même, changer son parti, c'est ce qui a été mon cas lors de plusieurs congrès socialistes, et en même temps ne pas se soumettre au vote. Ça sera le cas de Mme Vallaud-Belkacem aussi? On ne peut pas ne pas se soumettre au vote militant. Mme Vallaud-Belkacem. Et donc, vous lui poserez la question. Mais en ce qui me concerne... D'après vous, elle doit se soumettre à ça. En ce qui me concerne, je respecterai la démocratie interne. Et pour tous ceux qui prétendent à la candidature? En ce qui me concerne, je me soumettrai à l'élection interne. Vous ne prenez pas de risque, hein? En ce qui me concerne, je respecterai les procédures internes. C'est cuit pour Hollande? Jamais de la vie. Non, c'est pas cuit. Mais jamais de la vie. Vous avez vu, il est dans les profondeurs, dans les abîmes des sondages. Mais vous vous rendez compte que la question que vous posez porte atteinte à l'organisation même de notre République. Car le président est élu pour 5 ans. Vous n'allez pas m'attaquer en diffamation? Non. Le président est élu pour 5 ans. Et il y a suffisamment de dossiers brûlants, internationaux et un pays qui est sous menace terroriste pour qu'on n'affaiblisse pas les institutions. Non mais c'est important ce que je vous dis. Vous êtes sûr? Parce que les jeux, ces petits jeux-là qui tendent à affaiblir les institutions, affaiblissent tout le monde, y compris la démocratie. Je vous pose simplement la question, il va aller à la primaire? Mais s'il est candidat, il le dira au mois de décembre, il sera bien entendu candidat à la primaire. C'est votre souhait? Oui, c'est mon souhait, bien sûr. Et c'est le meilleur des candidats pour vous? Écoutez, le président de la République préside. D'accord. Il rendra sa décision, il donnera sa décision au mois de décembre. Me dire, moi j'en pense plutôt pour Montebourg. Mais écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Ou pour Macron. Au risque de vous surprendre. Ou pour Macron. Au risque de vous surprendre. Ouais. Moi j'ai une conception du travail collectif qui est la suivante. Je suis dans une équipe. Ouais. Et il y a un chef. Il y a le président de la République et le Premier ministre. Ouais. Donc, tant que je suis d'accord avec l'essentiel de ce qui est fait, je soutiens et je suis en loyauté. Si un jour je pensais que je ne soutiens plus et que je ne partage plus la ligne globale, eh bien, je m'en irai. Mais ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et moi, je souhaiterais que tous ceux qui sont dans cette équipe fassent corps et fassent bloc, non seulement au nom de la solidarité, mais aussi au nom d'une certaine idée... C'est un appel que vous lancez? Au nom d'une certaine idée de l'action politique et de l'engagement citoyen. C'est un appel que vous lancez? C'est un appel que je lance, que chacun s'y retrouve. Comment appréciez-vous la remise du prix Nobel qui vient d'avoir lieu là et qui a été attribuée au président colombien Juan Manuel Santos, qui avait conclu un accord de paix avec les FARC qui depuis des dizaines d'années étaient en guerre contre une guérilla marxiste, en guerre contre le pouvoir central. Et cet accord a été refusé par référendum par une majorité des Colombiens. Néanmoins, il reçoit le prix Nobel. Qu'est-ce que ça vous inspire? Que c'est une très belle décision parce qu'elle vient couronner par ce prix-là une démarche qui a été très habile. Alors qu'il a été désavoué par son peuple. Hein. Oui, mais c'est un progrès qu'il a enregistré, le président colombien. C'est-à-dire qu'il a réussi, alors même que son pays, on le voit, est divisé sur la question de la paix avec les FARC, il a quand même réussi à aboutir à un projet de paix qui donne une perspective pour l'avenir. Et comme ce projet a été rejeté à très peu par la population colombienne. Ça change rien. Hein. Non, mais on peut avoir bon espoir qu'ils réussissent à les convaincre pour la prochaine consultation. Juliette Méandel, je vous invite maintenant à participer à notre séquence Facebook Live. Ce sont les internautes qui vont vous interroger et je serai accompagné de Mathilde Sirot qui nous rejoint maintenant. Bonjour Yves, bonjour Juliette Méandel. Bonjour. Alors le terrorisme, c'est évidemment un sujet qui fait beaucoup réagir les internautes. Il y a une question donc très concrète de la part de Patrick qui vous demande concrètement quel est le budget qui a été alloué à l'aide aux victimes.
Alors l'aide aux victimes, c'est un budget qui repose sur l'action de chaque administration. Je dispose, par exemple, de directions au ministère de la Santé, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur, je peux continuer comme ça. Et donc, je m'appuie déjà sur des services de l'État qui sont eux-mêmes très opérationnels et très efficaces. Et moi, mon rôle, c'est d'établir un lien entre chacun d'eux. Deuxième sujet, je travaille avec le ministère de la Justice sur un autre volet qui est l'aide aux victimes et qui représente environ 25 millions d'euros. Mais il faut bien avoir en tête que l'aide aux victimes, ça n'est pas que ces 25 millions d'euros qui viennent aider les associations d'aide aux victimes, c'est également, ce que je viens de vous dire, c'est tous ces services administratifs qui représentent déjà une force d'intervention importante et qui sont dans chacun des ministères que je viens de citer. Il y a Jean Tessier là qui pose une question qui dit mais votre truc là, alors il voulait parler, je pense, que de l'accord que vous avez passé, l'État avec les compagnies d'assurance. Que nous allons signer. Vous allez passer. Ça n'existait pas avant. Il dit mais alors comment avant ils étaient mal indemnisés les victimes d'inondation. Non. Ce qu'il faut bien comprendre que nous ce qu'il faut améliorer en matière d'aide aux victimes, c'est tout simplement la coordination entre tous les acteurs. Il y a beaucoup d'associations qui font de l'aide aux victimes. Les assurances sont une réelle expertise en matière d'indemnisation du préjudice, sauf qu'il faut les mettre en lien aussi avec les services de l'État concernés. Prenons les inondations. Sur les inondations de juin, il y a les assurances, mais il y a aussi l'État qui est intervenu, puisque par le biais d'un fonds d'urgence, l'État a versé plusieurs centaines de milliers d'euros aux victimes et aux sinistrés des inondations. Ouais. Donc il faut bien à un moment donné qu'il y ait une coordination qui se fasse entre le fonds d'urgence de l'État, entre les indemnisations qui sont assurées par les assurances et même avec les collectivités locales qui, s'agissant des conseils généraux, en particulier de Seine-et-Marne et même de la région Île-de-France, versent aussi un certain nombre de subventions ou d'aides. Et donc dans ce maquis des aides, il faut un fil rouge pour redonner de la coordination. Et c'est ça qui manquait. Sur cette coopération entre les associations de victimes, il y a un internaute qui est niçois, Pierre, qui vous interroge sur la concurrence entre les associations à Nice. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce qu'on vous a alerté sur ce fait-là? Il y a aujourd'hui, effectivement, et c'est la richesse de la France, des associations qui se constituent assez facilement pour défendre des droits. Voilà. Pour moi, c'est une richesse. Oui. C'est une richesse parce que ça signifie que la société civile se saisit de son destin. Et moi, je suis évidemment, ma porte est ouverte pour travailler avec toutes ces associations. D'ailleurs, dans ma méthode de gouvernement, j'ai créé ce qui s'appelle « Construisons ensemble ». Ce sont des sessions qui ont lieu tous les mois et demi où je rassemble toutes les associations de victimes et d'aide aux victimes et avec lesquelles je co-construis les mesures que je mets en place. Donc, par exemple, je les sollicite sur mes projets, elles me donnent leur opinion, nous en parlons ensemble et puis ensuite je décide. Ça se passe mal, non, entre elles? Ça se passe très bien. C'est-à-dire depuis que j'ai été nommée, toutes les associations de victimes et d'aide aux victimes participent à cette table ronde. Et voyez-vous, le 19 septembre, qui était la date de l'hommage national, pour la première fois, m'ont-elles dit, elles ont déposé une gerbe unique en leur nom à toutes, ce qui est toujours préférable pour améliorer le suivi des victimes. Antoine Dufaux se pose une question que beaucoup de Français se posent. Alors, il quitte les victimes, là, il parle plutôt des terroristes. Il dit, mais en fait, s'il y a des terroristes, c'est parce qu'on les a créés en allant combattre sur les théâtres d'opération en Afrique et au Moyen-Orient. J'ai eu l'occasion de répondre notamment à Michel Onfray qui était sur cette thèse-là, parce que je lui ai répondu à BFM la semaine dernière. Il est faux de dire d'abord que la politique étrangère de la France est islamophobe, puisque ce sont ses mots, et qu'elle aurait en tout cas pour effet de provoquer des attentats terroristes. Voilà. D'abord, c'est une faute. Parce que, on le sait bien, ces terroristes-là n'ont pas besoin de raisons valables pour venir nous détruire. Et leur objectif, précisément, c'est de nous détruire parce que nous ne sommes pas ce qu'ils sont. À partir de là, il n'y a pas de raisonnement possible ni de négociation possible. Et je crois qu'on ne peut pas considérer que cette barbarie-là a une raison. Et cette raison n'est pas légitime quand bien même on rentrerait dans ce débat-là. On va quitter un petit peu le terrain du terrorisme et des victimes du terrorisme pour parler un peu plus de politique. C'est toujours un sujet qui passionne les internautes sur les élus, les institutions. Et il y a Olivier qui demande que pensez-vous, Juliette Méadel, de réduire le nombre de députés?
Alors ça revient souvent. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? On en a parlé hier avec le discours de François Hollande. Je pense qu'il y a un sujet qui doit être traité, qui est le changement la modification de nos institutions. Il y a plusieurs réformes qui sont proposées. Il y avait notamment... Il est assez mou là-dessus, François Hollande. Quand même pas, il y avait notamment un septennat non renouvelable. Moi, je crois que c'est quelque chose auquel il faut réfléchir, en effet. Oui. J'y serais plutôt favorable, parce que je considère que le quinquennat nous a aussi montré ses limites. Mais on a le droit d'avoir sa propre réflexion. Réduire le nombre de députés, il faut voir pourquoi et comment. Attention à ne pas tomber dans une espèce de boulangisme, le nouveau New Look, qui consiste à remettre systématiquement en cause les institutions, les parlementaires, parce qu'on a aussi besoin et de parlementaires et de partis politiques pour faire fonctionner la démocratie. Donc ne pas aller trop vite en besogne. Très bien. Et sur la question des salaires et des moyens qui sont alloués aussi, est-ce que vous pensez qu'il faut baisser justement le coût que représentent tous ces élus, tous ces représentants pour le pays? Je pense qu'on a toujours des marges d'amélioration de gestion dans tous les secteurs, dans le public comme dans le privé. Mais attention, le Parlement doit aussi remplir son office, doit être présent, doit expertiser, doit travailler. Vous savez, les commissions d'enquête, comme il y a aux États-Unis pour moi, sont vraiment des commissions d'enquête qui font un travail exceptionnel. En France, on a beaucoup évolué et on a beaucoup amélioré le travail des commissions d'enquête parlementaires. Prenons par exemple la commission d'enquête parlementaire sur les attentats terroristes, qui a fait un travail remarquable et considérable, qui enrichissent le débat public. Et donc pour faire des enquêtes, il faut des moyens. Donc à un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Si on veut une démocratie qui marche mieux, il faut aussi lui donner les moyens d'avancer. Pour ou contre le cumul des mandats? Je suis contre le cumul dans le temps des aussi. Mandats. Je suis aussi contre le cumul des mandats dans le temps. Je trouve que le président de la République a raison de fixer 2-3 mandats comme un horizon au-delà duquel il serait plus possible de se représenter. On en revient à ce qu'on disait Yves Tréhard sur les cycles. Je crois que ça peut participer d'une amélioration de la confiance que suscitent les hommes politiques si chacun a la liberté d'alterner vie publique et vie privée. Mathilde, une dernière question. Est-ce qu'il va assez loin, justement, François Hollande, puisqu'il a fait un discours hier, beaucoup plaident pour un Big Bang institutionnel, même à droite. Est-ce que vous pensez qu'il est allé assez loin? Tout le monde a dit que c'était un petit peu léger. Dites-moi, l'expression Big Bang institutionnel me semble être tout à fait à la hauteur de la nécessité de changer. Donc on peut dire qu'il est allé assez loin. Ensuite, nous avons encore quelques mois devant nous pour travailler à la précision des mesures. C'est un petit peu tard. C'est le bon moment, une campagne. C'était le talk de Juliette Méadel qui nous a parlé beaucoup des victimes des attentats. Et jeudi prochain, il y aura une journée solennelle d'hommage en présence du président de la République à Nice, où il y a 3 mois, un camion a foncé sur la foule. Elle nous a dit aussi qu'elle pouvait avoir des désaccords avec le président de la République, notamment sur la réforme des institutions. Et puis, elle souhaite être candidate aux législatives en Seine-et-Marne. Et pour ça, elle ne s'affranchira pas des règles internes au Parti socialiste. Il consiste à faire voter les militants pour savoir quels sont ceux qui veulent qu'ils les représentent. Merci, Juliette Méadel. Merci à vous.